Oui, il y a un point très important. C'est premièrement que l'oriste n'est pas un temps, c'est un aspect. Et je ne peux le qualifier temporellement. Quel est cet aspect? C'est un aspect d'incidence pure. Comme il y a des aspects de décadence pure qui sont pathologiques. Par exemple, dans la dépression, où tout est accompli et où ce qui se passe est toujours déjà passé. Le tout est accompli est cette définition, comme si l'instant s'enfonce en lui-même, et ceci, enfin, éperdument, mais sans se perdre, c'est-à-dire en se gravant en lui-même, en s'immobilisant. L'oriste, c'est vraiment l'aoristos, comme son nom l'indique, c'est le temps qui n'admet aucune limite, qui n'a pas de limite. Hein? En grec, os, c'est d'abord la limite. Ce qui est aoristos, c'est ce qui n'est pas susceptible de limite, et donc n'est pas insérable dans le temps. Or, qu'est-ce que ce serait qu'une image qui serait vraiment aoristique? Une image qui ne sert, je ne pourrais pas dire qu'elle est même en avènement, qu'elle se produit, disons, à partir d'un fond pour venir émerger. D'ailleurs, si je regarde une image, si je vois une image, l'image a disons, quand elle s'ouvre, c'est-à-dire, elle possède une amplitude qui est toujours une finitude. Jamais, vous le voyez, il y a une caractéristique de l'image, par exemple, en peinture. L'image qui est image figure toujours, au moins comme l'esquisse d'un contour, séparant un dedans et un dehors. Alors qu'une forme, une ligne, est instauratrice de l'espace dans lequel elle se forme, et qu'elle n'admet pas de droite ni de gauche, d'intérieur ou d'extérieur. Elle est bien antérieure à cette distinction elle l'a perdue. Je veux dire, cette distinction a perdu ce caractère, je dirais, de perpétuité, disons, d'ouverture incessante, où à chaque point de la forme, toute la forme est organisée, y compris ce que je considérais comme son début. C'est-à-dire qu'à tout instant de sa formation, elle est en avènement aussi bien de ce que j'appellerais son départ que son arrivée. C'est ça qui est le plus important dans la différence entre la forme et l'image. Il y a une image, elle est... Voyez, j'en trouverais, justement dans un poème de Hölderlin, l'image qui est impossible, c'est le Nach ist und schwer zu fassen der Gott. Ça veut dire, proche il est et difficile à contenir le Dieu. Et le mot qu'il emploie, c'est passen, hein, comme ce verre contient de l'eau. Et c'est en même temps la proximité et l'incapacité, l'impossibilité, disons, de se tenir, de tenir, on peut dire, à ce départ, à cette proximité. La proximité n'est pas actualisable, elle est toujours en voie. C'est qu'une forme n'est jamais en vue d'elle-même, elle est toujours en voie d'elle-même. Voilà pourquoi elles sont si rares. Car même, par exemple, des peintures qu'on peut tenir comme les plus ouvertes, comme par exemple certains paysages de Watteau,
Néanmoins, il y a toujours l'esquisse ou l'indication d'un contour. Ce que justement est la caractéristique du grand et rare dessinateur, c'est que sa ligne est, disons, instauratrice de soi parce qu'elle est d'abord instauratrice de l'espace et que l'espace, sa dimension suivant laquelle une forme se forme, qui est l'espace qui lui est interne, dans lequel, et à même lequel elle existe, cet espace lui-même n'a qu'un moment, un moment formateur unique, le rythme. Et quand je dis le rythme, je dis déjà quelque chose de faux. Je dois dire un rythme. Il n'y a jamais deux rythmes à la fois. Pas plus qu'un rythme se compose de rythmes, un rythme de l'adjonction de rythmes. Le rythme, c'est l'unique. Et parce qu'il est temporalité pure, il n'admet aucune prédisposition de l'espace. Il n'admet pas d'intervalle préalable, quinte, ou danse, ou d'ordre, ni de différence de hauteur. Le rythme est le temps lui-même temporalisant, et qui n'a pas son inscription a priori dans le signalement d'un espace. C'est au fond là, le plus... Alors ceci, vous ne le trouvez pas dans l'image. L'image, elle est forcément elle-même déjà en pré-fermeture. Elle tend déjà justement son individualisation. Comme l'épos est Vorstellung, présentation là-devant, et ce qui signifie qu'il a déjà enveloppé. Et d'ailleurs, les figures de l'épos, qui ne sont pas des personnages, mais qui sont des figures, le mot indique déjà qu'ils ont une unité, ils n'ont plus que de structure, je dirais, une unité de genèse, et qui prédétermine de chaque figure, vous savez. C'est le cas hein, quand un personnage de l'Iliade parle, et on le présente, et il se présente. Mais précisément, est-ce que je peux effectivement parler à ce moment-là, dans la mesure où j'ai une image d'Achille ou d'Ulysse, eh bien, j'ai déjà perdu sa présence originaire. Je veux dire, ce qui surgit de lui. Enfin, disons ceci, n'est-ce pas, que la grande genèse est génératrice de la forme, mais le grand commencement est générateur de la force, c'est-à-dire du geste de la forme qui est jaillissant à chaque instant de sa formation, c'est-à-dire qui est toujours forma formans, jamais forma formata. Elle est toujours en voie, enfin, une forme ne peut pas se saisir. Et je viens de citer un fragment de Lietzsche, sur lequel nous allons revenir justement à propos de l'œuvre d'art. Mais là-dessus, c'est pourquoi, disons, tout notre art, mais non seulement même occidental, même à peu près, tout ce qu'on considère commun, a toujours quelque chose d'imageant. Hein, qu'il s'agisse des arts préhistoriques, que même il s'agisse de certaines œuvres chinoises ou de tout l'art occidental, voire d'une partie même de l'art byzantin, eh bien, il y a toujours cette obsession imageante qui nous s'est imposée impérieusement depuis la Renaissance. Il ne s'agit pas de renaître, il s'agit de naître. Alors, précisément,
il y a là une distinction fondamentale, originaire, entre les arts de l'image et l'art tout court, l'art nu. Et effectivement, la distinction, elle nous est devenue presque impossible, parce que l'art a été absolument anéanti, détruit par l'histoire de l'art, comme s'il y avait des passerelles d'une œuvre à l'autre. Une œuvre, elle jaillit d'elle-même dans une présence unique, parce qu'elle est toute présente et qu'il n'y en a pas d'autre à côté. La non-historicité, la non-historialité de l'art est absolument congénitale à l'art. Elle est comme elle est à l'éthique, elle est à ce qu'on appelle aussi l'esthétique. Et effectivement, les vrais logiciens ont bien fait la différence. Wittgenstein exclut de la logique l'esthétique et l'éthique, sous le nom de mystique, dit-il. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'objectivité possible. Il n'y a de logique qu'il y a d'objectivité. Il y a de logique que de l'objet. Il ne peut pas y avoir. Et quand j'ai entendu le sujet, je l'ai déjà objectivé. Alors c'est tout autre chose. C'est le contraire de l'existence. Et c'est justement ce qui, dans tous ces arts, je pense à l'art bolonais, et je pense même dans le paysage hollandais, il n'y a pas beaucoup de paysages que puissent comparer aux deux petits paysages de Polder de Van Goyen. Parce que là-dessus, je n'ai aucune représentation d'avance. Je suis brusquement happé et je ne sais pas où c'est. Parce que ce qui m'est justement livré, c'est le où, c'est le i, où il y a. Alors, le i est insituable. Je ne peux pas. Je le verrai tout à l'heure, enfin, quand on abordera la question de la deuxième partie. Qu'est-ce que c'est? Le titre, vous avez donné, non? Au programme. Après l'exposé de... Ah oui. Il n'y a rien. Les commentaires d'œuvres. Commentaires d'œuvres. Hein? Bon, alors, je voudrais dire qu'il y a deux sortes. L'art, ce qu'on appelle l'art. Dieu sait si c'est équivoque, hein, parce que ça peut aller aussi bien, n'est-ce pas, disons, à l'art comme savoir-faire, hein, que ce qu'on a appelé significativement les beaux-arts, ce qui est d'ailleurs un non-sens. Même il n'y a pas d'art du beau, mais non, sont eux qui sont, c'est l'art qui est l'ouverture du beau. Et comme il y a une ouverture, comme la vérité n'est pas quelque chose qui se place là, elle est en ouverture. Eh bien, dans les arts, dans ce qu'on appelle les arts, dans l'histoire de l'art, il y en a deux sortes. Et qui n'ont, tel que l'un n'est d'aucune sorte et d'aucun genre. Il y a des arts qui sont, disons, qui possèdent ce caractère primaire de l'historialité. Un art est le révélateur à la fois de l'homme d'une époque et voudrait, moi, me forcer à m'identifier à cet homme, c'est-à-dire à m'aliéner. Et il y a des arts qui ne sont d'aucune époque, c'est-à-dire que je suis saisi par eux, quel que soit l'âge du monde où ils ont paru. Je prendrai comme exemple tout à l'heure les kakis de Mouki, comme je prendrai également l'exemple d'un losange de Mondrian, comme je pourrais prendre
le Saint-Barthélemy de Ravenne ou une Sainte-Victoire de Cézanne. Et là, je ne sais pas d'avance où. Est-ce que veut dire où? Où est ici? Voilà la question. Où est ici? C'est une question qui n'a pas de sens, parce que ici veut désigner un où qui s'interroge lui-même, comme lorsque je dis ce que c'est qu'être. Quand je dis que j'introduis déjà l'être dans le c'est, et là j'introduis déjà le ici dans le où. J'ai déjà manqué le i. C'est-à-dire, le lieu absolu, c'est celui devant lequel je suis saisi. Qu'est-ce que c'est donc que ces arts donc, très rares, extrêmement rares, dont je viens de parler? Eh bien, ce sont exactement, disons, des arts qui sont à chaque fois de l'unique. Ce sont les seuls que je vois d'abord d'une seule vue, sans savoir ni quoi, ni où, et en ayant cette révélation. La révélation de quoi? Bien justement, devant une œuvre comme les Kakinomuki, il est impossible, je ne peux pas a priori, si je suis devant des objets, devant des caractères, devant des symboles, devant des signes, ceci n'est, disons, à une évidence, qui est une évidence, disons, qui n'est pas originaire, puisqu'elle suppose déjà une élucidation de ce que je vais dire, ce qu'ils sont. Je ne sais pas ce que c'est quand je vois là. C'est ce que j'appelle une évidence qui est fondée sur une, comment, pas même dire, une véridicité de puissance. Oui, et non pas de fait. Vous voyez, c'est pitié à dire que dans cette apparition, l'évidence qui me saisit n'est pas une évidence que je saisis, c'est moi qui suis saisi. C'est-à-dire que j'ai ouverture à moi dans cette œuvre. Et ce moi, j'ai ouverture dans l'entier étonnement, dans l'étonnement d'être. Et je disais, avec la révélation de ce que être est. Et l'être n'est pas. Non, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de substantif être, est un non-sens. C'est déjà un ramassis d'expériences ou simplement la volonté de se trouver devant l'accompli, devant la partie déjà accomplie de l'événement dont je m'institue le possesseur, tandis que de l'être, je ne le suis pas. Je ne suis pas le possesseur. Il n'est pas là d'abord, il est toujours en accomplissement. Il est toujours à, je ne dis même pas à être, il n'est pas à l'avance à être. Mais il est à être du fait même qu'il surgit. Qu'il est ce saut que je disais, qui ne prend pas son appel sur le sol, sur quelque sol et quelque fond que ce soit, mais sur de l'infondé. Et c'est-à-dire qui prend son appel dans l'ouvert qui l'ouvre. C'est là le paradoxe fondamental. Alors, ce paradoxe, vous voyez, je le trouve exprimé dans justement un passage de Litsu. Celui quand il distingue la grande mutation, le grand commencement, la grande genèse, la grande création.
le grand commencement, bon, ne vient de rien. Hein, il est le commencement absolu. Il n'a rien derrière lui sur quoi s'appuyer. Et la grande genèse, dit-il, c'est l'origine de la force, c'est-à-dire de ce qui anime intérieurement, constitue la forme, ce qui fait le geste de la forme, ce qui fait l'être forme de la forme, ce qui fait qu'elle est justement incidente, perpétuelle à elle-même, et jamais résolue, toujours résolvante. Mais alors, le plus remarquable dans cette passage d'Alice, c'est ce qu'il dit justement de la grande mutation. Elle est l'état de ce qui ne se manifeste pas encore. Ah, voyez là, ce qui ne manifeste pas encore, c'est-à-dire, et pourtant, elle requiert tout le reste. Elle est en quelque sorte, elle n'existe qu'en abîme, impossible, il n'y a pas de phénoménologie possible de la mutation, parce que Granel a défini comme, disons, des productions alternantes où ce qui produit est le produit même de ce qu'il produit. Seulement, il y a une chose, il ne s'agit pas d'une simple succession cyclique où on peut dire à un point, à mesure qu'il s'éloigne de ce qu'il est, se rapproche en même temps de ce qu'il est. Il y a dans la mutation une transformation qui n'existe pas encore, puisqu'elle ne se manifeste pas. Je prends un exemple. On va en prendre deux. Dans les noirs et les blancs. Je devrais dire dans le noir et le blanc du tableau de Mouki. Qu'est-ce que je perçois du premier coup? Ce ne sont pas les noirs ni les blancs. C'est leur mutation dans l'éclat d'un unique espace. C'est la mutation des noirs et des blancs dans l'éclat. Et l'éclat qui n'est là que dans l'œuvre. Il n'existe nulle part ailleurs. C'est justement là que la notion d'œuvre a tout son sens. C'est-à-dire, quand je dis qu'il n'y a pas de passage d'une œuvre à l'autre, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'une œuvre n'est pas une constellation d'éléments qui peuvent se retrouver constellés autrement d'une œuvre à l'autre. Une œuvre est fondatrice de ces éléments. Elle est instauratrice. C'est-à-dire que, par conséquent, cette œuvre, c'est en cela qu'elle est l'unique. Et je ne dis pas même unique comme une parmi les autres. Elle est une, disons, elle est exclusive parce qu'elle est en même temps inclusive de tout autre. Il n'y a pas d'autre. L'œuvre éclate, se dévoile et m'absorbe entièrement. Il n'y a pas moyen de la réduire. Je veux dire, l'ascension verticale dans une œuvre d'art, pas une œuvre plastique, n'est pas du tout constituée par des verticales empruntées au dehors en mathématiques. Je veux dire, aucune forme ne vient du dehors. La forme, elle est formatrice de ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'une ligne, dans une œuvre d'art, n'est pas l'importation ou l'introjection d'une ligne extérieure dans l'œuvre. C'est l'œuvre qui est fondatrice de la dimension de sa ligne que j'appellerais artistique. Enfin, si vous voulez, je rejoindrai à ce moment ce que Lukács dit de l'œuvre d'art qui met, il dit dans la logique, dans toute logique, il n'y a qu'un objet, il n'y a pas de sujet. Dans une éthique, il n'y a pas d'objet, il n'y a que sujet.
le sujet à qui on demande d'être. Ça y est, soit. Mais, dans l'art, dit-il, et là je reviendrai sur les mots mêmes, c'est le seul endroit où le sujet soit indissociable de l'objet et où tous les deux soient en même temps et en articulation mutuelle réels. Il n'y a pas de réalité du sujet en logique. Il n'y a pas d'objet en éthique que j'ai à poursuivre. Et dans l'œuvre d'art, pourquoi? Il y a moi et cette œuvre. Mais quel moi? Et qu'est-ce que cette œuvre? Tous les deux donnés sans préalable, dans un étonnement total. Dans un étonnement tel que, disons, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, l'évidence à son départ à une lucidité de puissance et non pas à une lucidité de savoir. Et une lucidité de puissance, et moi aussi j'ai mon départ là. La même chose dans l'œuvre. Et c'est là, la grande mutation, elle est encore à l'état. Lucidité de puissance, ni de savoir, ni même ni d'étance. C'est donc ce caractère fondamental qui fait qu'une œuvre d'art n'est pas, mais qu'elle existe. Et qu'exister est le véritable, est le seul sens qu'on puisse non pas donner, mais qu'on puisse reconnaître à être. Je veux dire, ce qui surgit dans ce saut d'étonnement, c'est la signifiance qu'apporte et emporte avec soi être, le fait de surgir. Être et signifiance coïncident, mais non pas être et signification. La signification, déjà, une construction, elle n'est plus la signifiance. Justement, une œuvre d'art est signifiante. Et comme une existence est signifiante, la signification que je donne de l'extérieur, sous la forme d'une intronisation historique, on va illustrer une époque, mais non. Avant d'illustrer une époque, on illustre un homme, un être, un existant, se trouve brusquement confronté à être. Et il ne peut pas, sans doute, un attachement, ni raccrochement à aucune époque déterminée. Voilà pourquoi, quand je suis en présence de ces œuvres, je suis présent à moi que j'ignorais et qui m'est brusquement révélé, et qui n'a rien à voir avec l'époque dans laquelle je m'insère et dans laquelle l'histoire de l'art prétend m'insérer. L'histoire de l'art est un mensonge perpétuel à l'égard de l'art. Que c'est trop facile, n'est-ce pas? Évidemment, on se donne des systèmes. Un système, quel que soit le système occidental ou le système byzantin, mais il y a justement des œuvres qui le démentent. Je ne peux pas voir Sainte-Sophie de Constantinople à partir d'un système. Qu'est-ce que je parlais ou je ne sais pas où j'aurais dû en parler en tout cas, de la description de Sainte-Sophie par Photius. On dit que dans l'entrée à Sainte-Sophie, vous êtes saisi immédiatement par le vertige. Tout est en vertige. Tout se meut, tout se meut, se mélange, etc. Et qu'est-ce qui va vous sortir du vertige? Ce n'est pas une perspective que vous allez prendre sur les colonnes ou sur les voûtes, qui sont toutes des surfaces complètes au point de vue de la métrique et qui pourtant vont se trouver, disons, une dans la surrection de l'espace de l'édifice. C'est le rythme. La succession est immédiate, est instantanée du vertige au rythme, sans l'intermédiaire d'une construction perspective. Et ceci est vrai
de toute expérience fondamentale de soi veut dire vous êtes dans la béance absolue, dans le chaos. Et là, vous voyez ce que dit un autre peintre, plutôt un autre auteur chinois, Chuan-Tzu, du chaos. Lorsque forme est sans forme, qui rendait visite à Chaos et qui était fort bien reçu d'eux, décide de lui montrer leur reconnaissance en lui disant tous les hommes ont 7 orifices par où ils voient, ils entendent, etc., ils parlent, ils rêvent. Tandis que vous seuls n'en avez pas. C'est vous nous percions ces orifices. Parce que vous ne communiquez même pas avec vous-même. Vous n'avez pas de vous-même, vous, chaos. Chaos pris au sens vrai du mot, hein, au sens grec, de chaos, le bâillement, la béance, pas au sens, comme je disais, du désordre. Eh bien, il lui perd chaque jour, il lui perd son orifice. Et au 7e, c'était fini, chaos était mort. Mais oui, il était mort de l'ouverture. Surgissant en lui, ouverture, à même laquelle il communiquait avec soi comme avec tout, avec quoi il n'était pas une inertie obtuse, il n'était pas justement réduit à l'état d'image de chaos, mais il était, grâce à cette ouverture, il était ouvert. Et, remarquez, le plus remarquable, c'est qu'il faut pour ça la collaboration de forme et de sans forme. Du sud et du nord, de forme et de sans forme. C'est-à-dire que la forme, une forme, naît du sans forme, de ce qui n'a pas de forme, pour aboutir au sans forme. C'est-à-dire qu'elle est impossible à former, à formuler, à fermer sur soi, à définir. Elle est toujours, disons, en acte, en voie d'elle-même. Elle est exactement, elle n'a jamais l'identité d'une forme, elle a celle d'une transformation constitutive. Elle consiste de cette transformation. Donc, l'essence de toute transformation, c'est l'ouverture, passée. C'est le passage, évidemment, du rien, comme béant, à l'ouverture, comme cette réalité, dont tout à l'heure, quand j'étais mal, au réel comme signifiant insignifiable. Il n'y a pas de système de signification qui puisse dire la signifiance de ce qui n'est pas simplement le monde dont je suis le là, le monde dont l'ouverture institue l'espace. Ce n'est pas cet espace-là. Et justement, le même caractère, pas le caractère, la dimension même de l'œuvre d'art, et qui fait son unicité, c'est le rythme. Il y a chaque fois, un rythme est unique. Il est unique et il est inconstructible à partir de quoi que ce soit. Vous voyez, c'est la grande différence avec l'harmonie. Une harmonie est déjà préconstituée dans l'espace dans lequel on va l'appeler. Il y a déjà des intervalles mesurés. La carte avec le logos épimorios, c'est-à-dire le rapport 2-1, puis le rapport 3-2, etc. C'est déjà du préconstitué, même dans les arts qui sont atonaux, mais qui ont tout de même des différences de densité, et où il y a une ascendance ou une descendance selon la verticale. Dans le rythme, il n'y en a pas. C'est lui qui va créer, qui va rendre possible la verticale ascensionnelle et pas du tout inscriptible, comme
dans une des saintes victoires de Cézanne. Mais tant qu'on n'a pas vu l'unicité du rythme, qui est l'unicité de l'heure, et qui est le rythme qui est temps pur, sans espace, immesurable, on n'a rien saisi au rythme, ni rien saisi finalement à ce qui fait l'essence de l'art.